Hélène Buzetti, Michel David, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Ce sont des images qui impressionnent aujourd'hui. Cette marée rouge à Montréal. La FAE avait donc donné une tuque. On va les voir. C'est bon. Il y a à Québec aussi le Front commun manifestait. Il y a beaucoup de monde. En fait, il y a même plus de monde peut-être. Mais la détermination des enseignantes montre bien que ça risque d'être compliqué tout ça. Je vous fais entendre M. Legault qui, voyant ça, sachant ça, qu'il y a une mobilisation quand même importante, a tenu à dire ce matin, je vais mettre plus d'argent, mais pas avant que vous me promettiez plus de souplesse. On écoute M. Legault, quelques réactions, puis nous revenons tout de suite. En échange de cette flexibilité, on est prêt à bonifier notre offre. C'est pas vrai qu'on va manquer encore une négociation pour aller chercher la flexibilité qui est nécessaire pour donner des services plus efficaces aux Québécois. J'en parlais quand j'étais ministre de la Santé, ministre de l'Éducation. Évidemment, les gouvernements sont toujours pressés de régler sur le monétaire, sur les augmentations de salaire, mais c'est vrai que c'est difficile d'aller chercher plus de flexibilité dans les conventions collectives, mais il est temps qu'on le fasse. On a une occasion unique de changer les choses. Unique. Et si on se concentre uniquement sur les salaires, même si on donnait tout ce qu'ils veulent, puis qu'on a encore la même organisation du travail, moi, je ne suis pas capable d'implanter mon plan santé. Et cette grève-là, si elle dure trop longtemps, elle va avoir un impact. Elle va avoir un impact sur la réussite des enfants, là. La flexibilité, ça fait longtemps qu'on en a. Oui, on a vu ça ce matin, le premier ministre qui dit qu'il veut bonifier l'offre. Et d'un, j'ai envie de vous dire, on va attendre de voir cette fois-ci. Et j'espère que le premier ministre réalise que oui, des augmentations salariales, mais aussi, on a besoin des meilleures conditions d'exercice d'emploi. Un ne va pas sans l'autre. Bon, bien, il y a deux faits durs devant nous. Un, une mobilisation qui est réelle, et on le voit, on l'a vu aujourd'hui. Et deux, cette demande de plus de souplesse qui s'en va pas, qui prend de l'ampleur, même du côté du gouvernement, on ne veut pas laisser tomber ça. Ça va nous donner quoi? On verra. Hélène, tour de table. Bien, ça me donne l'impression que le gouvernement veut avoir l'air, en tout cas, de donner un peu d'ouverture, de faire un signe d'ouverture. Et on pourrait dire même qu'il prend les syndicats au mot. Cette campagne de publicité qui dit « Nos conditions de travail, ce sont vos conditions de soins ». À ce que je sache, qu'on donne 20 d'augmentation versus 10, ça ne change absolument rien à la façon qu'on prodigue des soins. Alors, on doit comprendre que le sous-entendu de cette campagne publicitaire-là, c'est justement ça, de modifier le contexte de travail et pas juste le salarial. Alors, il y a quand même, je pense que c'est notre même panel la semaine dernière qui parlait du fait que, bon, dans un contexte où le gouvernement veut faire des grosses réformes en santé et en éducation, si on faisait une loi spéciale, par exemple, ça pourrait faire en sorte que le bon vouloir des travailleurs ne serait pas là pour opérer ces réformes. On pourrait le voir aussi dans l'inverse, voir que c'est peut-être enfin une opportunité, que ces deux choses-là arrivent en même temps pour faire en sorte qu'on adapte les conditions de travail à cette réforme que l'on envisage pour peut-être enfin opérer des changements, les changements que à peu près tout le monde dit doivent survenir dans ces deux réseaux. Alors, il y a peut-être une opportunité à saisir aussi. Bon, il faut quand même rappeler là, aux gens que ça négocie aux tables. Oui, là, on est en posture, puis bien sûr, on est dans le, passez-moi l'expression, dans le crunch. Mais Michel David, mais vous entendez M. Legault dire, depuis que j'étais, il y a longtemps, ministre de l'Éducation, ministre de la Santé, on voulait faire ça, puis on n'a jamais été capable d'aller au bout. Est-ce que vous comprenez que là, il y a quand même une volonté qui reste ferme? Ah oui, il y a une volonté, ça, il n'y a pas de doute. La volonté est là depuis le début, mais entre avoir la volonté et être capable de le faire, c'est deux choses différentes. Là, on rentre, là, ce qu'on a vu cette semaine, là, puis ce à quoi on assiste ces jours-ci, c'est, comment dire, les figures imposées. Là. Il était clair qu'il fallait que les gens sortent. Les centrales syndicales n'auraient pas pu les retenir de toute façon. Et c'est maintenant que la vraie partie commence. D'ailleurs, M. Legault a décidé de changer un petit peu de plan de match. Jusqu'à présent, Mme Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, nous disait tous les jours qu'elle attendait une contre-offre.
Et là, M. Legault, je pense, a vu la détermination. Il a probablement pris le coup de son caucus qui se rend compte que les gens, la population est derrière les syndicats de façon générale. Et il a dit, bon, mais là, on va prendre les devants, on va dire qu'on va bonifier notre offre, mais évidemment, l'assortissant de conditions sur la flexibilité. Alors là, c'est là que ça devient compliqué. Parce que quand on dit flexibilité, dans le fond, là, c'est que M. Legault demande de sacrifier là, des tabous syndicaux depuis des générations et particulièrement l'ancienneté. C'est l'ancienneté qui fait en sorte que la mobilité est difficile, qu'il n'est pas possible de changer des gens d'une région à l'autre. Là, il en manque, bouger les professeurs, etc. Alors ça, je suis loin d'être certain que les syndicats vont marcher beaucoup dans cette voie-là. Et d'autre part, les offres, il faut voir la bonification. Là, je ne sais pas si vous avez lu la chronique de notre collègue Francis Sevaille dans la presse aujourd'hui. On voit que les offres actuelles tiennent en partie sur une augmentation, se relier à une augmentation de la semaine de travail. Alors là, c'est pas vraiment une augmentation. Si vous travaillez plus pour gagner un peu plus d'argent, c'est juste une augmentation de la charge de travail. Alors, les offres, il faudrait qu'ils soient bonifiés beaucoup, je pense, pour que les gens, les syndicats décident vraiment de discuter de la réorganisation du travail. Et je ne sais pas jusqu'où le gouvernement est prêt à aller dans cette voie-là. Oui, Chantal. Pour des raisons personnelles, j'ai parlé à beaucoup de parents aujourd'hui qui avaient entendu, entre autres, les entrevues de Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation. Et je dois dire que s'il pensait qu'il avait compté des points pour le gouvernement en disant « vos enfants vont souffrir », c'est pas exactement ce que ça a inspiré. En tout cas, à ceux à qui j'ai parlé qui ont dit c'est parce que le ministre parle comme si c'était pas au gouvernement de trouver une solution à la crise et que c'était à nous, tout à coup, de se retourner contre nos profs puis de leur dire, alors qu'on connaît leurs conditions de travail. Alors, si ça, c'est représentatif, pas une très, très bonne journée pour le gouvernement dans son espoir de reprendre l'initiative. L'autre problème, ça fait des années aussi qu'on écoute des reportages sur l'organisation du travail en santé. Et très franchement, j'ai jamais entendu dans ces reportages les conventions collectives être citées comme le problème et l'obstacle à la réorganisation du travail, à la disparition du temps supplémentaire. Je comprends que Christian Dubé a une certaine crédibilité comme ministre de la Santé, mais quand il dit « je ne pourrais pas exécuter mon plan santé », il faut qu'il réalise qu'il n'y a personne dans le moment qui en a vu les résultats ou qui y croit particulièrement. Alors, le gouvernement, c'est vrai, a changé de discours, a cessé d'attendre de Godot, là, la contre-offre qui n'allait jamais arriver, mais il faudra voir la sienne, parce qu'en clair, ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est que le gouvernement va se résigner à faire une contre-offre. Oui, mais est-ce possible, j'ai mis l'hypothèse, est-ce possible, à l'hôpital Maisonneuve, par exemple, on a dit que ça a été une plus grande souplesse qui a permis de ne plus demander d'heures supplémentaires aux infirmières à l'urgence, etc. Puis on s'est comme, parce qu'il y avait une crise énorme, là, on s'est comme dit, là, il faut qu'on travaille davantage ensemble. Est-ce possible, donc, qu'on ait, comme société, besoin d'une dose de souplesse? Hélène, quand il donne, le gouvernement, l'exemple ce matin des enseignants ou de ce cirque au mois d'août, septembre, parce qu'on arrive pour désigner les classes, qu'on pourrait peut-être faire ça au mois de juin. Là, le syndicat me disait tout à l'heure, oui, mais c'est compliqué. Entre autres, vous avez raison, Michel, c'est compliqué parce que l'ancienneté joue là-dedans. Il faut attendre que les plus anciens, entre guillemets, aient choisi leur classe avant de pouvoir former les autres. Mais bref, ce que je vous demande, est-ce possible qu'une dose d'efficacité, de souplesse serait nécessaire dans ce réseau dont on parle souvent? Hélène, Michel, Chantal. Bien, écoutez, le passé récent semble accréditer cette thèse. Revenons aux années de la pandémie. Qu'est-ce qui est arrivé quand on a eu besoin de déployer des ressources extraordinaires pour s'adapter, que ce soit les campagnes de vaccination ou autres? Tout d'un coup, on a passé outre les conditions et tout ça. On a, à coup de décret, évidemment, c'était pas très démocratique. Je suis pas en train de dire qu'on devrait gouverner de cette manière, mais néanmoins que ces décrets-là amenait cette souplesse et c'est ce qui a fait qu'on a été capable de se virer sur un dixaine, comme on dit en bon français. Alors, quand on parle des problèmes dans le réseau, on n'évoque pas toujours les conventions collectives, mais c'est souvent sous-jacent au discours. Alors, on est peut-être obligé de croire qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Ceci dit, je trouve ça quand même toujours très difficile pour nous de parler de négociation parce que, vous savez,
Tout ça, ce sont des centaines de points de détail qui sont négociés dans toutes sortes de conditions. Et c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble de l'extérieur. C'est pour ça, souvent, qu'on se rabat sur les questions d'augmentation salariale. Hein, parce qu'un bon pourcentage, ça, tout le monde peut comprendre ça. Mais même souvent, c'est dans le détail. Là, il n'est pas compris. Parce qu'il est compliqué. Oui, ça dépend. Si vous travaillez la nuit, c'est 14-8. OK, mais... voilà. Mais ce sont dans les points de détail, des fois, que tout s'éclaire. Et puis, il y en a des centaines de ces points de détail. OK. Donc, Chantal, je vous reposais la question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi du travail à faire du côté syndical pour se rapprocher de cette demande de plus de souplesse? Là? Certainement. Mais à la fin, excusez-moi, j'ai de la difficulté à imaginer que Hélène parle de milliers de détails. Il y a aussi des milliers de situations. Et j'ai de la misère à imaginer que le Conseil du Trésor à Québec va arriver avec des formules magiques aux tables parce qu'eux savent mieux que les gens qui travaillent dans les institutions et dans les régions ce que ça prend. Mais je sais aussi qu'on est en train de se construire un capital de mauvaise volonté qui ne va pas aider ni le plan santé, ni les réformes, ni la souplesse. Michel David, vous en avez vu d'autres. Celle-là, elle est corsée, là. Hein? Oui, elle est corsée parce que les problèmes là, auxquels on assiste aujourd'hui existent depuis toujours, mais s'empirent d'une négociation à l'autre. Et là, on arrive pratiquement au point où le système est au bord de la rupture. Alors, c'est pour ça que la négociation est si corsée. Et là, quand on parle de la réorganisation du travail, les deux parties ne parlent pas de la même chose. Là, le gouvernement veut plus de souplesse pour les raisons qu'on dit, mais les syndiqués vont dire, écoutez, là, votre souplesse, est-ce que ça va faire en sorte que dans les classes, on va arrêter d'avoir 20, 25, 30 d'élèves en difficulté qui fait en sorte que les profs sont rendus presque à faire de la gestion de difficultés plutôt que d'enseigner? Est-ce que ça va nous permettre, aux infirmières, par exemple, d'avoir des ratios, le nombre de patients moins élevés par infirmière? Si la réponse est oui, on peut peut-être parler, mais on n'a pas la preuve du tout que c'est ça que vous voulez faire ou c'est le résultat que vous allez obtenir. Alors, tant qu'on parle de deux choses totalement différentes dans la réorganisation du travail, le dialogue est compliqué. OK. Et je le disais, il n'y a jamais eu autant de gens au Québec en grève dans le secteur public, là, 570 000. Bien sûr, ça grossit année après année. Puis Front commun, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu ça. OK, on va suivre ça. Retour sur le caucus d'hier, mais je vous mets, ceux qui n'étaient pas là, le sondage dont on a parlé hier, le sondage qui montre une montée du Parti québécois à 30 la CAQ à 24 libéraux Québec solidaire à 16 caucus du mercredi soir sans attaché politique, sans personnel politique pour se parler, parce que depuis quelques jours, des députés de la CAQ avaient dit ouvertement, nous, les Kings, là, c'est pas une décision qu'on aime beaucoup, ça va contre nos valeurs pour l'un, c'est pas bon pour l'autre, etc. On entend les critiques que vous entendez, a dit un autre. Je vous fais entendre M. Legault et le député de Drummond, et on revient. Je pense qu'on a une équipe qui est plus unie que jamais. On s'est parlé, on a eu un long caucus, on a fait le tour des dossiers, incluant les Kings de Los Angeles. Et je pense qu'on a une équipe unie. Là, je pense que les partis d'opposition devraient être jaloux de l'unité de notre caucus. Ça a été un caucus émotif, mais très bien passé. Et la finalité, c'est qu'on a un caucus plus soudé que jamais. Bien, vous savez, le contexte actuel avec les négociations, tout ça, c'est sûr que ça fait de la pression sur les députés. Alors, caucus plus uni que jamais. Michel, vous avez écrit un texte amusant ce matin parce qu'il n'aime pas se faire comparer à M. Charest. M. Legault, vous dites, il devrait, parce que lui, M. Charest a aussi connu un désert dans les sondages avant de regagner ensuite 2 élections. Comment vous voyez le contexte et le caucus de la CAQ? Bien, ce que je vois, c'est que les députés, c'est contre leurs principes, mais je pense que les principes deviennent d'autant plus importants que l'inquiétude grandit. Là, ce qu'on voit, c'est des députés qui sont nerveux, là, qui regardent les sondages puis qui se disent, là, dans mon comté, là, c'est probablement... Ça veut dire que je serais battu demain. Alors ça rend les principes bien sensibles. Maintenant, est-ce que...
Mais est-ce que quelqu'un pensait que le caucus de la CAQ éclaterait? Non. Où est-ce qu'il irait? Bon, M. Provençal, le Parti conservateur lui fait de l'œil, mais je pense qu'il n'est pas intéressé du tout à aller faire remplacer Mme Samson à l'Assemblée nationale. Alors, non, le caucus n'était pas en danger d'éclater, mais ce que M. Legault sait maintenant, c'est que les députés sont nerveux et qu'ils vont être beaucoup plus attentifs aux décisions qui vont être prises au cours des prochains mois, que leur réélection en dépend. Alors, il y a une opération maintenant là, de calme à opérer au sein du caucus. Et s'il y avait eu, Chantal, une discussion sur la décision d'envoyer 7 millions aux Kings avec tout le caucus longue et franche, peut-être la décision n'aurait pas été prise non plus. C'est peut-être davantage consulter, de sortir un peu des officines du pouvoir ou quoi, Chantal? Il semble que c'était pas nécessairement une idée qu'on était dans l'entourage de François Legault puis qu'on voulait faire une fleur à Éric Girard. Peut-être pour le garder en lui disant « Tu vas pouvoir parler de hockey plus souvent que si tu vas à Ottawa avec Pierre Poilievre. » Mais si c'était le cas, le bilan de l'opération, ça montre jusqu'au centre. On a complètement perdu le contact avec la réalité extérieure quand on pense qu'on peut faire ça. Et moi, j'imagine que si ce contrat-là n'était pas blindé, le genre d'annonce qu'on aurait eu, c'est qu'on revenait sur la décision. Mais le gouvernement ne mesure pas vraiment, je crois, encore l'étendue des dommages. Ils vont traîner ces casseroles-là au moins jusqu'au mois de septembre et ces grandes parties. Alors, on va ne parler que de ça régulièrement. Mais en plus, le ministre des Finances, sa crédibilité a été sérieusement amochée dans l'opération, ou tout au moins son jugement. Et ça, il y a quelqu'un qui me disait, et avec raison, sur l'échiquier politique, là, le ministre des Finances, c'est la reine. C'est la pièce la plus importante après le roi. Et là, on l'a endommagé et ça ne se réparera pas ça non plus rapidement. Hélène. Oui. Oui, écoutez, le caucus semble soudé là, au sortir de cette réunion, mais juste comme mes collègues le disent, je pense que c'est jusqu'au prochain événement. S'il devait y avoir une autre décision aussi mal avisée, là, ça pourrait commencer à créer des fissures. Alors, ce gouvernement-là, il est sous haute surveillance là, à cause de la succession de ces mauvaises décisions et les sondages les montrent bien. Il faut le prendre avec circonspection parce que un sondage ne fait pas une élection et un sondage, lorsqu'on est à seulement l'an 1 d'un mandat de 4 ans, c'est un peu comme une élection partielle. C'est un moment où les électeurs peuvent exprimer leur mécontentement en sachant que ça n'a pas vraiment de conséquences. Alors, la prochaine élection est loin, mais si il devait y avoir une succession de sondages similaires sur une période assez prolongée, là, on commencerait à être franchement très nerveux. Mais il doit y avoir un ressaisissement, ça, c'est clair. Très bien. Je vais vous parler de Pierre Poilievre hier, de cette explosion en Niagara Falls. On écoute M. Poilievre hier, justement. M. Poilievre aujourd'hui qui s'est expliqué et Karina Goult qui, elle, a critiqué. Monsieur le Président, nous venons d'entendre des reportages des médias concernant une attaque terroriste à la frontière à Niagara. Il y a peut-être 2 personnes qui sont mortes et une 3e qui est blessée. Est-ce que le Premier ministre peut nous donner de renseignements par rapport à cette attaque terroriste? Encore aujourd'hui, on a entendu des mauvaises informations venant de la presse canadienne. Moi, j'ai dit hier qu'il y a eu des reportages médiatiques qu'un incident qui était présumé d'être terroriste a eu lieu à notre frontière. C'était CTV qui a fait un tweet indiquant que c'était présumé d'être terroriste selon des officiers du gouvernement Trudeau. C'est irresponsable. Ça fait peur aux Canadiens. Ça cause d'anxiété avec les Canadiens. Dans un moment où nous sommes dans une situation globale de tension, pourquoi ils choisissent ce moment-là de dire que c'était une attaque de terroristes au lieu d'attendre, d'avoir les faits?
Chantal, a-t-il tiré trop vite? En passant, c'est un couple qui voulait aller à un concert de Kiss au Canada qui a été annulé dans une Bentley. Alors là, on sait pourquoi la voiture a foncé, a explosé, on ne le sait pas, mais c'était absolument pas. C'est un accident bizarre, mais un accident tout de même. Bon, Chantal, a-t-il tiré trop vite? M. Poilievre a déjà et mérite bien la réputation de tirer plus vite que son ombre. Et c'était certainement le cas à la Chambre des communes. Quoi qu'il en dise, d'abord, les informations de CTV là-dessus sont sorties sur les médias sociaux après qu'il a posé ses questions à la Chambre des communes. L'endroit où on pouvait se faire dire ce qu'il a dit, c'est Fox News. Alors, et s'il ne veut pas dire qu'il s'informe là, je ne sais pas où il aurait pris cette idée-là. Et d'autre part, il a dit, on vient de l'entendre, il a parlé pas d'un attentat présumément terroriste qu'il a fait dans son point de presse, qui a été consacré en gros à dire « j'avais raison et les gens de la presse canadienne sont des vendus au gouvernement qui font du mauvais journalisme ». C'était franchement édifiant là, comme point de presse et ça passe vraiment pas la rampe. Mais la question, c'est est-ce que M. Poilievre est capable de réfléchir avant de parler? On peut donner un exemple. Le chef du Bloc québécois, dans les mêmes circonstances, a dit « voici un événement grave, mais il faut attendre d'avoir les faits avant de décider ce qui se passe ». Très bien. Hélène? Moi, je ne sais pas ce qui m'inquiète le plus entre le fait qu'hier, il soit allé sauter trop vite aux conclusions ou le fait qu'aujourd'hui, pour s'en sortir, il mente. Et ensuite, lorsque les journalistes essayent de mettre en lumière ce mensonge, ils s'attaquent à eux. Vous savez, il y a une vidéo de Pierre Poilievre qui a fracassé des records de visionnement sur Internet où il mange nonchalamment une pomme, voilà, et en ridiculisant les questions du journaliste qui lui disent « Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'emprunter un peu des trucs du livre à Donald Trump? » Il lui répond « De quelle page vous parlez? Quelle page? » Ben voilà, voici un exemple d'une pomme. Monsieur Trump, il a fait sa marque comme ça en mentant, et puis lorsqu'on le pinçait à mentir, à dire ben voyez là, vous êtes toutes des fake news, les journalistes, vous dites n'importe quoi. Monsieur Poilievre n'a pas utilisé le terme fake news, mais tout ce qu'il disait aujourd'hui, c'était essentiellement ça, dire vous êtes pas fiable, et tout ça pour... Voilà, c'est la même logique. Et en bout de piste, il aurait pu tout simplement admettre son erreur, mais non, il a préféré mentir. Michel, très peu de temps, vous êtes d'accord? Oui, bien, tout à fait. Mais on sait que M. Poilievre est prêt à n'importe quoi pour marquer des points, dire n'importe quoi, peu importe que ça soit responsable ou non. Et dans une deuxième question qu'il avait posée à M. Trudeau en Chambre hier, c'était clair. La deuxième question, c'était vous mettez, dans le fond, la sécurité des Canadiens en danger. C'est ça qu'il voulait dire. Et c'était irresponsable. Merci à vous trois, Hélène, Michel, Chantal. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.